BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H. On continue le tour des programmes économiques des candidats à l'élection présidentielle. Notre invité, c'est Liem Wangnok, qui est le responsable du programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je recevais le coordinateur du programme présidentiel de Marine Le Pen ce matin dans l'heure H. Demain, je recevrai celui d'Emmanuel Macron et puis aussi, évidemment, celui de Benoît Hamon. Ce qui est intéressant et ce que j'ai envie de voir avec vous, Liem Wangnok, c'est où est le clivage, en fait, entre les différents programmes? Parce qu'on voit bien, c'est surtout sur les programmes économiques, il y a une vraie différence entre les candidats à l'élection présidentielle. Non, déjà, vous êtes d'accord avec moi, ça se joue là-dessus, sur la taxe sur les robots. Est-ce qu'il faut une politique d'offre? Est-ce qu'il faut une politique de demande? Est-ce qu'il faut baisser les coûts des charges du travail? Est-ce qu'il faut un revenu universel? Bref, c'est là-dessus que ça se joue, non? Oui, nous voulons changer de modèle économique et nous tirons le bilan de l'échec des politiques qui ont été menées au cours de ces 20 dernières années, qui sont ce que l'on appelle communément des politiques de l'offre, qui ont consisté essentiellement à redresser le taux de marge des entreprises. Aujourd'hui, le taux de marge est on va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On y va, je veux dire. Vous êtes d'accord, c'est sur les questions économiques qu'en fait se fera le choix des Français. Oui, il est sur le partage du gâteau. L'économie, c'est comment on produit, comment on partage un gâteau. L'économie, le partage du gâteau. Oui, absolument. Et le partage du gâteau que nous proposons sera favorable à l'investissement, au salaire et à l'emploi. Il sera beaucoup plus défavorable à la rente qu'il ne l'a été au cours de ces 20 dernières années. Eh ben, notre spécialiste culinaire vient d'arriver. Bonsoir, Emmanuel Le Chypre. Ça, c'est vrai. On va parler ça. En plus, c'est vrai, oui, en plus. Est-ce que, s'il fallait regarder l'état de la France, pour vous, l'état de la France, elle se trouve dans quelle situation? Est-ce que elle est Jean Missiad, donc du Front National, disait, mais en fait, elle est tendanciellement un peu comme, elle va vers la situation de la Grèce. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'euro. Vous, on sait, chez Jean-Luc Mélenchon, que vous dites qu'il faudra peut-être sortir de l'euro. Est-ce que vous dites aussi que la France est en faillite, à l'instar d'un François Fillon? Comment est la France, selon vous? Non, la France n'est pas en faillite. Par contre, la France a un triste tableau social où vous avez la moitié de la population qui a un niveau de vie inférieur à 1700 €, vous avez 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs et des inégalités qui ont explosé comme jamais. Et ces inégalités n'ont pas ruisselé au bénéfice de tous, comme le pensaient les tenants des politiques de l'offre, très précisément. Aujourd'hui, les profits qui sont redressés ne servent pas à l'investissement. 80% des profits nets aujourd'hui sont consacrés au versement de dividendes. Et c'est bien le problème des politiques de l'offre aujourd'hui, c'est qu'elles sont incapables de stimuler l'investissement. Et comme à l'autre bout de la chaîne, on a comprimé la part des salaires dans la valeur ajoutée, l'autre moteur de croissance qui est la consommation est en panne. Donc notre programme est un programme de relance. C'est un programme de relance qui se centre avant tout sur l'investissement et sur l'investissement utile, parce qu'on a une planète qui aujourd'hui va exploser. Et donc, il est utile aujourd'hui d'organiser la transition écologique et la relance de l'investissement que nous proposons avec 100 milliards dessus, ça va viser à ça et ça donnera des carnets de commandes à tout notre tissu de PME qui sont les sous-traitantes de nos grands champions stratégiques. Mais en même temps, Liem Wangnok, on voit bien quand même que d'abord, les chiffres commencent à montrer que ça frémit du côté de cette politique de l'offre. Ça a mis du temps à venir. Le chômage va un petit peu mieux, l'investissement repart, les marges des entreprises se sont reconstituées. Ça pourrait aller beaucoup mieux. Mais en tous les cas, ça commence à aller mieux, à porter ses fruits, non? Vous niez complètement les résultats de cette politique. Si l'indicateur c'est le taux de marge, évidemment que ça va mieux. Le chômage quand même, c'est largement insuffisant, mais ça se retourne, non? Le chômage se retourne parce que la conjoncture, heureusement, s'est redressée après la crise, mais nous sommes à un encéphalogramme plat du point de vue des taux d'investissement. La croissance elle-même plafonne à 1,1 alors qu'il était prévu de faire beaucoup plus dans la loi de finances. Donc il y a bien un sujet. Les politiques à l'œuvre n'arrivent même pas à atteindre leur cible de croissance, si bien que la dette ne se désemplit pas parce que ce qui était prévu pour dégonfler la dette n'est pas au rendez-vous parce qu'on n'a pas les recettes fiscales liées à la croissance. Et ces politiques dites de sérieux budgétaire, entre guillemets, c'est le thème utilisé par François Hollande, ne sont pas sérieuses du tout puisqu'elles ont creusé la dette, elles ont tué la croissance, elles ont creusé la dette et
elles doivent être complètement revues. Alors moi j'ai juste un point parce que c'est un argument qui m'énerve un petit peu pour être très franche. Liam Guangnak. Lorsque vous voyez, vous dites, on appartient, les dividendes sont reversés à des fonds d'investissement étrangers. Vous avez raison, vous avez plus de 45% du capital des grandes entreprises françaises. J'ai pas dit. Si. J'ai dit qu'elles étaient reversées aux actionnaires. Alors c'est qui les actionnaires? Les actionnaires, c'est les fonds étrangers. C'est qui le monde de la finance aujourd'hui en France? C'est de par le monde, mais bon. Non, mais en France en particulier, quand on a privatisé les anciennes grandes entreprises stratégiques, on a constitué ce qu'on appelle des noyaux durs. On n'a pas filé les bijoux de famille. Mais là ça a changé. Vous savez, là vous me parlez de lorsqu'on était jeune. C'est 15% du capital. Demandez à Bouygues les noyaux durs qu'il détient. C'est à chaque fois c'est 15%, pas plus. Non, c'est les grandes holdings familiales plus les banques françaises qui détiennent les noyaux durs français. Le capital anglo-saxon, vous avez raison, il est présent en masse, mais il est très dispersé. Ceux qui détiennent aujourd'hui les rênes stratégiques de l'économie française, les entreprises françaises, c'est l'APE, ce sont les grandes familles, ce sont les grandes familles, les grandes holdings familiales, plus les banques. Et aujourd'hui, elles sont très peu dynamiques. Bouygues, d'accord, il a TF1, on est d'accord. Bon, on lui laisse, si j'ose dire. Il a Alstom, mais comme l'État. Prenez les 500 grandes familles qui sont répertoriées chez vos confrères de la revue Challenge tous les mois de juillet. Je connais encore mieux que la revue Challenge, je connais ça par cœur. Vous les avez et vous avez le capital mobilier qu'ils détiennent. Prenez Saint-Gobain, il n'y a pas de grande famille. Prenez Lafarge, il n'y a pas de grande famille. Prenez Orange, il n'y a pas de grande famille. Qu'est-ce qu'il y a comme autre grande entreprise? Vous prenez Renault, il n'y a pas de grande famille. Vous prenez. Alors là, vous avez PSA. Et moi, je vous mets au défi de regarder ce qu'il y a dans les noyaux durs de toutes ces familles. Il y a PSA, ils ont 14,8%. Voilà, PSA. C'est ce que je vous dis, avec 15%. Avec 15%, vous tenez une entreprise. D'accord, j'en ai une. Donc, on a PSA, on a Bouygues, ça en fait deux. Non, mais justement, ça manque beaucoup le capitalisme familial en France. C'est pour ça que je suis étonnée de par vos propos. Vous n'allez pas être étonné. Il suffit aujourd'hui pour une grande famille de détenir 15% du capital d'une entreprise face à des fonds de pension qui sont complètement dispersés. Et justement, ces fonds de pension plus ces grandes familles plus les banques aujourd'hui sont absolument peu dynamiques du point de vue d'investissement en France. Et elles exigent des taux de rentabilité du capital trop importants. On a un coût du capital aujourd'hui trop important pour servir les dividendes. Mais parce que justement, il n'y a pas de fonds de pension à la française. Parce que vous l'avez toujours refusé, il n'y a pas de fonds de pension à la française. C'est encore pire, madame. Mais pourquoi? Vous préférez les fonds de pension américains? Bon, je suis pas sûr. Je préfère pas les fonds de pension américains. Je préfère le système de retraite par répartition, qui est beaucoup plus mais les Français, où est-ce qu'ils mettent ça? Dans l'assurance vie, vous savez où est-ce qu'ils mettent leurs sous? Ils les mettent dans la dette de l'État, dette publique de l'État. La dette publique, comme quoi il n'y a pas de problème pour la financer, vous voyez. S'il y a une épargne abondante qui se porte sur la dette, la situation est justement propice pour utiliser cette épargne pour engager des plans de relance. Et c'est ce que ne font pas actuellement les gouvernements en Europe et en France dans la dernière période. Dernière question, pas là-dessus, puis après, Emmanuel Le Chypre, vous nous direz un peu ce que vous avez entendu, si ça vous paraît bon, pas bon, en tous les cas, qu'est-ce qu'il faut sans doute préciser par rapport à nos discussions, Liam Guangnak. Est-ce que vous dites, s'il fallait en trois mesures clés caractériser le programme de Jean-Luc Mélenchon? Après, on regardera s'il est finançable, pas finançable, etc. Mais les trois trucs qui vous paraissent essentiels. L'emploi, la transition écologique. Oui, les mesures, oui. L'emploi. L'investissement. L'emploi, le plan de relance de 100 milliards de l'investissement. Voilà, ça c'est encore, oui. Voilà. Ensuite. Après, la hausse des salaires et la baisse de l'impôt sur les sociétés pour permettre aux entreprises d'absorber cette hausse des salaires. Oui, à condition qu'elles réinvestissent en France. Ou pas forcément? Pas forcément. Et ça concerne l'ensemble des entreprises? Les entreprises qui payent l'impôt sur les sociétés en France, évidemment. Oui, y compris les grandes entreprises. Mais l'impôt sur les sociétés est payé par les PME aujourd'hui. Les grandes entreprises font de l'optimisation fiscale. Et nous les taxerons. Elles payent quand même largement leur part. Elles payent 20%, 22%. Non. Total paye pas son impôt sur les bénéfices en France. Vous êtes au courant quand même. Parce qu'il ne fait pas les bénéfices en France. Les autres transfèrent leurs bénéfices à l'étranger. Le taux d'imposition moyen des entreprises cotées dont on parle, il est de 8%. Non, il y a eu une correction qui a été faite sur cette enquête. Vous savez, vous êtes économiste, vous êtes bien meilleur que moi là-dessus. Il n'est pas de 33%, attendez. Ah non, ça on est bien d'accord. Il n'est pas de 30%. Il est autour de 20%. On peut dire ça grosso modo. Comme ça. Bon. Baisse des impôts sur bénéfices et transition énergétique quand même. Oui, je connais c'est ce que je votre programme. Oui. Et je vous dis, un grand plan d'investissement centré sur la transition énergétique.
Nous augmentons les salaires parce que nous pensons qu'il faut rééquilibrer le partage salaire-profit et nous permettons aux PME d'absorber le choc avec des mesures qui leur sont favorables. Et nous sommes favorables à l'investissement, les salaires et l'emploi. Et nous taxerons la rente. On fera surtout pas le prélèvement libératoire de Monsieur Macron. Nous ne supprimons certainement pas l'impôt sur la fortune. Et nous augmenterons de 3 points le taux sur les bénéfices non réinvestis. C'est ça, Comme ça, on est en conformité avec notre philosophie qui est de taper la rente pour financer l'investissement, la croissance, l'emploi et les salaires. Emmanuel Le Chypre. Ouais, moi, je me demande s'il n'y a pas un... Le verdict, pas le verdict. Non, mais je me demande s'il n'y a pas un contresens un peu historique, en fait, dans le diagnostic qui est fait sur l'état de l'économie française. Parce qu'en gros, vous nous dites, depuis 20 ans, on fait des politiques de l'offre. Oui. Or, qu'est-ce qu'on voit depuis 20 ans ? Qu'on n'a pas arrêté d'augmenter la dépense publique. Qu'on a un État qui s'est de plus en plus socialisé, finalement. On n'a jamais eu autant de normes, autant de réglementations, autant de prélèvements, autant de dépenses publiques. La France est déjà un pays qui investit plus. Vous voulez une relance de l'investissement public. La France est un pays qui investit déjà 1% de son PIB de plus en investissement public que la moyenne des autres pays européens. Et tout ça ne nous empêche pas d'avoir 10% de chômeurs. Donc je me dis, est-ce que finalement, c'est pas cette politique que vous préconisez qui ne marche pas ? Et quand on me parle de ces fameuses relances par la dépense publique, moi, à part celle que vous servez toujours à toutes les sauces, qui est le New Deal de Roosevelt, etc., citez-moi des exemples dans l'histoire où finalement ce genre de politique a remis un pays à flot, a relancé massivement la croissance. Moi, je pense qu'il y a un contresens là-dessus, sur cette interprétation que vous faites des problèmes de l'économie française. C'est à vous. À part le New Deal, qu'est-ce qui a marché déjà ? La politique budgétaire américaine après la crise est une politique plutôt keynésienne qui a laissé filer les déficits pour stimuler la reprise et laisser jouer ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. Les Britanniques, pareil, après la crise, ont utilisé le déficit budgétaire pour sauver non seulement leur système bancaire. Mais ça, c'est les stabilisateurs automatiques, c'est pas une relance massive par l'investissement. Mais au moins, si on avait le droit d'utiliser les stabilisateurs automatiques, ce qui n'est pas autorisé par les textes européens, la France et la zone euro iraient beaucoup mieux et ne seraient pas au bord de la déflation. On a fait 6 points de PIB de déficit public. On peut pas dire qu'on n'a pas laissé jouer les stabilisateurs automatiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les déficits, le taux d'endettement a augmenté parce que on a mené des politiques qui n'ont pas relancé l'investissement et la consommation par voie de conséquence. Et du coup, il y a eu un grand on a un endettement qui s'est creusé faute de recettes fiscales. Et si on n'a pas relancé, on a creusé la dette. On a même creusé la dette pour financer des politiques de l'offre. Hollande n'a jamais été dans les clous au cours de ces 5 dernières années, non pas pour faire ce que vous dites du social, mais pour financer le redressement du taux de marge des entreprises. Et c'est bien là le sujet. Les marges de manœuvre qui ont été dégagées et négociées à Bruxelles ont été intégralement consacrées au redressement du taux de marge des entreprises, sans effet. Et bien, le vrai sujet, il est là. C'est comment on réoriente ces marges de manœuvre. Lorsque vous regardez, c'est en train, justement... Non. Si, vous avez tout à fait raison dans le sens où, dans un premier temps, il y a eu restauration des marges. Après, il y a quand même une hausse des salaires, quand même, légère. L'investissement repart. Et l'investissement est en train de repartir. C'est la 3e étage de la fusée. Vous avez raison, c'est peut-être pas le premier étage de la fusée. Oui, enfin, c'est pas les chiffres qu'on a et c'est pas ce que montrent les études qui sont disponibles. Mais, après, sur la dépense, attendez, l'autre exemple, c'est les Britanniques. Mais derrière des politiques keynésiennes, vous pouvez avoir plein de choses. Vous pouvez avoir du keynésianisme productiviste, comme on dit, et puis vous pouvez avoir un keynésianisme social, solidaire et environnemental. C'est celui que nous proposons. Moi, je suis très heureux de voir que vous prenez le Royaume-Uni en exemple. Oui, mais il faut... Sur le plan social, je sais pas, c'est pas... Ce que je vous dis, il y a du keynésianisme qui peut être du keynésianisme de droite, c'est celui des Britanniques. Un keynésianisme à l'américaine, qui est le keynésianisme qu'ils utilisent pragmatiquement à chaque fois en laissant filer leurs déficits, en les faisant financer par leur banque centrale. Et puis nous, si on a des marges de manœuvre, on ne fera certainement pas le même keynésianisme. On mettra du social et du vert dedans. Alors justement, on va rester sur le social un instant. Vous avez vu ces élections syndicales qui ont eu lieu, donc le résultat des courses est tombé vendredi. La CFDT est devenue dans le privé le premier syndicat français devant la CGT. Donc c'est quand même dans l'histoire sociale française, c'est une véritable révolution, si j'ose dire. La CFDT qui s'est, notamment Laurent Berger, son secrétaire général, qui s'est énormément mouillé pour la loi travail. Vous faites partie de ceux qui veulent abroger cette loi travail. Est-ce qu'en même temps, vous dites pas quand même, lorsqu'on voit les résultats de la CFDT, donc qui double la CGT, vous dites pas, mais il y a peut-être quelque chose à en tirer de cette loi travail ? Au niveau des négociations du temps de travail dans les entreprises, dans les branches, non, tout est acheté.
contre pénibilité, notamment. Les salariés se défendent comme ils peuvent dans un contexte de rapport de force défavorable. Il y a deux stratégies, une qui est une stratégie d'opposition plus radicale que l'autre, qui essaye de préserver l'essentiel. Bon, moi je suis pas syndicaliste, donc je laisse. Non mais c'est du social. Non mais c'est du social. Responsables de leur stratégie, laquelle permettra de limiter les dégâts, on verra, sans doute les deux. Voilà. Donc nous, ce que nous disons, c'est que vous revenez sur le travail le dimanche, vous revenez sur la loi El Khomri, c'est tout ce qu'a promu et défendu la CFDT. Oui, mais attendez, la CFDT est remplie de militants qui s'opposent à ces dispositions-là et qui estiment que le rapport de force étant défavorable, ils ont obtenu le moins pire des compromis. Voilà. C'est exactement le même débat qu'au Parti socialiste, où il y en a qui disent voilà, on peut pas aller plus loin et donc contentons-nous de ce qu'il y a. Bon, mais nous avons un projet plus ambitieux. La présidentielle est le moment où il faut présenter à nos compatriotes un nouveau projet de société. Et dans ce projet de société, nous disons que la loi travail et la précarisation de l'emploi n'est pas la solution qui nous permettra de sortir notre pays du chômage. Au contraire. Juste un point important, effectivement, donc c'est vous augmentez les salaires dans les entreprises, d'une manière assez significative. Oui, 15%. 15%. Et en effet, en face, si j'ose dire, question coût, vous faites baisser l'impôt sur les sociétés du même montant, on est bien d'accord? De 8%. Ou de 8%, donc quelque part. Mais vous craignez pas que ça, quand même, il y a un renchérissement du coût du travail? Mais il n'y a pas de problème de coût du travail. Je sais pas si on n'arrête pas de nous dire qu'il y a un problème de coût du travail. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il y a un problème de coût du travail. Et pour vous, il n'y en a pas. Le partage du gâteau s'est déplacé aujourd'hui en défaveur des salariés. Oui, ça, 10 points de PIB. 10 points de PIB qui sont partis des salaires au profit. 10 points de PIB, c'est 200 milliards. La retraite à 60 ans qu'on veut faire, ça coûte 18 milliards, pas plus. Moins d'un point de PIB. Donc entre 10% du PIB qui se sont déplacés et zéro, il y a peut-être un juste milieu. Donc nous ciblons le juste milieu, et pour permettre aux TPE et aux PME d'absorber le choc, eh bien nous prendrons des mesures type baisse de l'impôt sur les sociétés ou fonds de solidarité interentreprises, où on prendra en charge un certain nombre de choses qui pèsent sur les très petites entreprises. Une question là-dessus, Emmanuel? Non, moi j'ai une question. Après je passerai sur la question monétaire. Sur la compétitivité, moi j'avais. Alors allez-y. Parce que en fait, on a l'impression que dans tout votre programme, le reste du monde n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de concurrents, on n'a pas des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne qui fabriquent grosso modo à un coût beaucoup plus bas pour les Espagnols des produits de même qualité, et les Allemands qui produisent à un coût identique des produits de bien meilleure qualité. Et donc, si on fait une relance aujourd'hui, notamment puisque vous voulez augmenter les salaires les plus bas, vous voulez augmenter les dépenses publiques au sens large, la réalité c'est qu'aujourd'hui les 25 produits les plus consommés par les Français ne sont plus fabriqués en France. Et qu'on sait que si on dépense 1 euro supplémentaire, il y en a 80 centimes qui vont vers des produits étrangers. Donc est-ce que ce que vous nous proposez, c'est pas une espèce de catastrophe à la 1981 en 3D, j'ai envie de dire, ou puissance 10? C'est-à-dire qu'en gros, on va vers une explosion des déficits commerciaux parce que tout ce qu'on va acheter ne sera pas fait en France, dans la mesure où on n'est plus capable en France aujourd'hui de fabriquer tous ces produits. Vous plaisantez ou quoi? Bah non. Citez-moi des produits qu'on fabrique encore en France. On n'a pas les mêmes chiffres. Vous voulez acheter une télé, vous trouvez une télé française. Sur 100 euros. Vous avez un téléphone français. Sur 100 euros. Vous avez une chemise française. Vous avez, sur 100 euros dépensés, vous en avez 85 qui sont dépensés sur le territoire national. C'est pas vrai. C'est les chiffres du dernier rapport du Sénat. Ah non, pas du tout. Ah si. Contrairement à ce que vous pensez, 85% de la dépense des ménages se fait sur le territoire national. Parce que vous comptez les loyers, parce que vous comptez des choses comme ça. Et dans le chiffrage qu'on a fait, ça n'intègre pas dans la relance. Dans le chiffrage qu'on a fait, qui utilise ce qu'on appelle en termes techniques des multiplicateurs qui sont conformes à ce que le FMI observe. Exact, c'est vrai. On a des multiplicateurs qui sont positifs, de l'ordre de 1,4, et c'est un peu ce que le FMI estime pour la zone euro. Donc ça signifie que lorsque nous relançons, il y a un effet sur la production dans le pays. Sinon le multiplicateur serait nul ou négatif s'il n'y avait que des importations. Donc tout ça est pris en compte. Les taux d'utilisation des capacités de production aujourd'hui, je ne sais pas si vous les avez regardés, ils sont très bas. 78%, ça veut dire que nos entreprises pourraient produire plus. Elles n'utilisent que 7 machines sur 10 aujourd'hui. Et le résultat, c'est que si vous continuez à baisser le coût du travail, comme le proposent tous les autres candidats, pour redresser encore plus le taux de marge qui est à son niveau historiquement haut de 32%, quel est l'effet ?
il sera nul sur l'investissement. Non, mais c'est pas seulement un problème de coût du travail. Sous-utilisent leur capacité de production. C'est un problème elles n'ont d'offre globale. aucune raison d'acheter une 11e machine. Elles vont déclasser la 10e, la 9e, la 8e. C'est ça le vrai sujet. Oui, mais il y a aussi qui achète de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que sans doute c'est une baisse de capacité. C'est la raison pour laquelle la hausse du SMIC et des salaires a un effet bénéfique sur le carnet de commandes des entreprises. Et donc, pour les PME qui en dépendent notamment, ça sera bénéfique. Pour le reste, le plan de relance de l'investissement, il est central dans notre affaire quand même. Parce qu'aujourd'hui, qui donne le ton dans l'économie? Ce sont quand même les grandes entreprises qui engagent des chantiers. Comme quoi, tout n'est pas noir pour les grandes entreprises. Parce qui engagent des chantiers. Mais elles ne les engagent pas aujourd'hui, très précisément. Le fait qu'elle ne les engage pas et distribue des dividendes. Plan de débit pour Orange, vous prenez le plan pour l'habitat. Oui, mais vous allez voir qu'avec la transition énergétique, on va avoir besoin d'un plan de relance massif et que nous allons créer 3 millions d'emplois avec ce plan de relance. Mais ça se décide pas. Qu'est-ce qui crée les emplois? Vous voyez, c'est toujours cette question, moi, qui m'étonne. Ce sont les entreprises, on est bien d'accord. Nous souhaitons relancer l'investissement des grandes entreprises stratégiques, notamment dans le secteur de l'énergie. Et ceci va engendrer massivement des commandes aux sous-traitants qui vont devoir fournir les composants et les pièces des entreprises qui vont fabriquer de l'énergie. Quand on avait fait la même chose en 81, on avait fait à la fois un peu plus de croissance et à la fois un peu plus de chômage. Vous pensez ça avait fonctionné en 81? Non, certainement pas. Ça c'est la légende que vous colportez avec tous vos collègues. Prenez le taux de croissance. Alors moi je vous mets au défi. Attendez, moi je vous mets au défi. De sortir les chiffres de croissance et du chômage sur la période 80-83. Vous verrez qu'on a eu un peu plus de croissance. Si vous me laissez parler, je vous laisse. Non, et qu'on finit en 83 avec plus de chômage. Non. Alors, non. Après, on va faire un fact-checking. Vous vérifierez le taux de croissance de l'économie. Très volontiers. Le taux de croissance de l'économie française en 1982, c'est 2,2%. Là où les autres sont à zéro. Et vous finissez au moment du tournant de la rigueur avec plus de chômage. Les autres, non. On est sur une crête de 2 millions de chômeurs à l'époque. Bon, on est 2,2% de croissance et des déficits publics inférieurs à 3% du PIB. Publiera les chiffres. Le seul problème à l'époque, c'est que les autres sont en récession parce qu'ils font de l'austérité. Il y a un décalage conjoncturel qui fait que le commerce extérieur se détériore pour cette raison, plus le prix du pétrole qui augmente. Donc il y a une détérioration, il y avait deux lignes possibles. Soit on laissait flotter le franc. Voilà, attendez. On n'est pas dans la cour d'économie. Soit on laissait flotter le franc. Soit on laissait flotter le franc et c'était jouable. Monsieur, s'il vous plaît. Soit on s'ancrait par rapport aux marques et c'est le choix qui a été fait, on utilisait les réserves de change. On fait pas un cours d'économie. On fait. Emmanuel Le Chypre me dit que je dis n'importe quoi. Donc je lui n'était pas capable de répondre à la demande. Mais si, les taux d'utilisation des capacités de production étaient de 78%, les mêmes qu'aujourd'hui. Nous sommes en 2017. Je propose qu'on essaie de trouver des solutions pour 2017. Nous sommes entièrement d'accord. Vous convient, en l'occurrence, puisque du coup, il nous reste plus qu'une minute 26, pour être précise, sur la question de la sortie ou pas de l'euro. Vous, en tant qu'économiste, est-ce que vous y êtes favorable ou pas? Nous avons conçu ce programme dans le cadre d'un... Il y a un plan A et un plan B. Un plan A où nous souhaitons convaincre nos partenaires que la relance dans toute la zone euro est souhaitable, et notamment en France. Ok. De l'autre côté, vous avez des partenaires qui vous disent tout ça c'est bien beau, mais on n'est pas tout à fait d'accord avec vous, c'est pas ça. Alors, vous sortez de l'euro ? Il y a une vie sans l'euro. Les Britanniques ont bien montré qu'ils n'étaient dans l'euro. Alors, ils n'étaient pas dans l'euro, en ajustant leur taux de change, en utilisant leur déficit public justement pour soutenir la croissance et sauver leurs banques. Et le coût du travail. Moi, je retiens quand même que le modèle britannique, c'est le nouveau modèle. Ils ont très bien ajusté leur taux de croissance. C'est là où quand même il y a les mini-jobs. Il y a les mini-jobs. On fera pas leur mini-job et leur politique structurelle néolibérale. Vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais si, mais bien sûr que si. Ah bon? Bien sûr que si. Nouvelle recette pour faire des gâteaux. On peut faire de l'économie. Attendez, les Britanniques avaient le beurre, l'argent du beurre et le reste. Ouais, d'accord, ok. Mais nous, on fera de la Allez, God Save the Queen ou God Save Mélenchon. Merci beaucoup, les Moignoc, d'avoir été avec nous. Donc, responsable du programme économique de Monsieur Mélenchon. Voilà, c'est la fin de cette heure. Dans un instant, les décodeurs de l'écho. On se retrouve demain. On parlera du programme maintenant d'Emmanuel Macron et de Benoît Hamon avec les responsables. Et à demain, bonne soirée.